Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, un site archéologique unique en Bretagne découvert à Guipava. La rencontre avec une collectionneuse de cartes postales anciennes, mais aussi avec l'inventeur d'un vélo pas comme les autres puisqu'il est désarticulé. Et puis à l'occasion des 60 ans de la communauté Emmaüs de Brest-Morlaix, nous recevons Lydie Bossard. Bonjour Lydie. Bonjour. Et à vos côtés, il y a Annie Léost, présidente de la communauté Brest-Morlaix, Emmaüs Brest-Morlaix. Bonjour Annie. Bonjour. Alors avec cet anniversaire, c'est l'occasion de revenir sur le rôle essentiel que joue Emmaüs dans le Finistère auprès des plus démunis. Et puis comme chaque jeudi, nous sommes en compagnie de Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. Et vous nous avez encore décrypté l'actu des réseaux sociaux. C'est ça, je les ai vus s'agiter au vent comme des drapeaux dans le ciel des vieilles charrues en juillet. Oh là là là, on voit ça tout à l'heure en fin d'émission, juste après la brève de chambre. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 12 mai. Et on démarre avec cette mobilisation ce jeudi en Bretagne après l'annonce du passage en force de la très contestée loi travail. Ils étaient nombreux dans les rues de Rennes, Saint-Brieuc et Lorient. Dans le Finistère, 700 personnes ont défilé depuis la place de la Liberté à Brest. Et puis à Quimper, on dénombrait 500 personnes dans le cortège. Voilà des images signées Le Télégramme. Une nécropole et un hameau du Moyen-Âge. L'ensemble archéologique est unique en Bretagne. Il a été découvert par des archéologues de l'Institut national de recherche archéologique avant des travaux d'aménagement à Guipava. Julie Sicot nous fait découvrir cet endroit historique. 250 tombes en pleine zone d'activité à Guipava. Dans ces trous, ni ossements, l'acidité des sols bretons détruit tout, ni objets enterrés avec les défunts. Les indices pour dater ces tombes sont donc maigres. Les archéologues savent juste qu'elles datent d'une époque médiévale et chrétienne, ce qui nous emmène entre le 7e et le 13e siècle. Pour l'archéologie en Bretagne, la découverte d'une nécropole de cette taille est quand même relativement rare. Et elle est d'autant plus rare qu'on a avec cette nécropole différents habitats qui fonctionnent avec. Et cette association habitat-nécropole, c'est unique dans la région et ça va permettre de travailler sur la gestion des espaces où sont installés les morts par rapport aux habitations, par rapport aux lieux de culte. On n'a pas trouvé de lieu de culte sur cette nécropole ou à proximité immédiate. Donc justement, tout ça, c'est des informations importantes sur lesquelles on va pouvoir travailler. Plus de 6 hectares ont été fouillés. En plus des vestiges médiévaux, les archéologues ont trouvé des traces de vie qui vont du néolithique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Dans ces trous, par exemple, les soldats allemands étaient retranchés pendant les combats autour de l'aérodrome de Guipava. Des découvertes possibles car l'endroit sera bientôt aménagé en zone d'activité. Les sites qu'on étudie sont systématiquement liés à des travaux d'aménagement du territoire et donc ces sites sont menacés directement de destruction. L'État, service régional d'archéologie, sur ces sites-là, décide non pas d'interdire l'aménagement, mais de le rendre compatible avec l'intérêt présent de ces sites, donc la conservation de ces sites, en faisant étudier ces sites. Dès vendredi, les 15 archéologues présents sur le site partiront. Les pelleteuses recouvriront ces vestiges, des routes et des entreprises vont ensuite voir le jour. Chaque année, les archéologues de l'État fouillent près de 30 hectares avant des travaux en Bretagne. Et direction Morlaix maintenant où une historienne possède une collection de photos phénoménale. Des dizaines de milliers de documents que cette prof à la retraite souhaitait léguer à la ville ou à Morlaix Communauté à condition de créer un espace d'exposition. Faute d'accord, la collectionneuse s'apprête à se séparer de sa collection au plus offrant. Frédéric Lorenzon a rencontré Marthe Leclèche. Bien, il s'agit d'une photo de Gustave Croissant qui a été prise en 1862. Lors de la construction du viaduc. Il a été terminé en 1863, inauguré en 1865. C'est cette photo historique qui a entraîné Marthe Leclèche dans l'univers de la photo. Cette professeure d'histoire à la retraite accumule 40 ans de collection et des dizaines de milliers de clichés sur tous les sujets. Alors il y a des grands formats, il y a des petits formats. Vous voyez ici par exemple, vous avez un album extraordinaire sur la Bretagne. J'en ai d'autres, je ne les ai pas tous sortis, mais celui-là me semble très intéressant. C'est surtout sur le sud Finistère, mais ce sont des photos de très belle qualité. Un dresseur d'ours affouinant, témoignage d'une époque révolue, la collection de Marthe se compose de photos, cartes postales et même factures, des scènes de vie de la fin du 19e et du courant du 20e, comme cet album de photos de vacances.
Ici, c'est l'histoire d'un voyage de Parisiens, vraisemblablement, qui sont venus en vacances à Trébeurdin. La collection de Marthe, ce sont plus de 70 000 documents, avec certains une valeur inestimable. Regardez le regard sérieux, on dirait qu'elles sont stressées. Où elles sont au marché, elles ont acheté des plaquettes, vous voyez, et elles espèrent bien gagner des lots d'assiettes. Âgée de 76 ans, l'historienne souhaitait léguer sa collection à la ville de Morlaix ou à la communauté d'agglomération. Les collectivités se sont dites intéressées, mais n'ont fait aucune offre de lieu d'exposition, condition indispensable pour Marthe Leclèche. Mais ils ne savent pas, ils ne sont pas venus voir ce que c'était. S'ils étaient venus voir ma collection, je les ai invités à venir voir, plusieurs d'entre eux, les présidents et les vice-présidentes. Madame le maire de Morlaix aussi aurait pu venir, le conservateur, je leur ai dit, venez voir. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas n'importe quoi, voilà. Qu'on ne peut pas laisser partir ça. Ils n'ont pas compris ça. Désormais, les photos historiques de Marthe attendent preneurs. La collectionneuse reçoit de fréquents appels de collectionneurs ou de marchands, mais ce n'est pas la fin de l'histoire qu'elle envisageait. Les professionnels de la marine, de la navale civile avaient rendez-vous pendant 3 jours à Lorient. Le salon Navexpo se veut une première du genre en France, un rendez-vous qui a rassemblé 97 exposants avec une volonté forte, dynamiser les ventes, notamment à l'export. Explication avec Fanny Coconnier pour TV Sud. C'est une vitrine pour les professionnels de la navale civile. Navexpo a rassemblé cette semaine 97 exposants. Une première en France inspirée d'un salon anglais qui permet de rassembler des chantiers navals, des architectes, des équipementiers européens. Je trouve qu'il y a un intérêt primordial pour nous. Ça nous permet non seulement de démontrer à terre qu'on a des choses à faire en construction navale, mais surtout de faire des expositions de navires à flot. C'est l'une des spécificités du salon. Les clients peuvent découvrir les bateaux en conditions réelles, un argument pour jouer dans la cour des grands à l'international. Le salon Navexpo a l'ambition d'être un outil commercial et d'être un tremplin sur le plan commercial, sur le plan national, mais aussi sur le plan export pour toutes les entreprises de la navale lorientaise, bretonne. Nous avons donc beaucoup de visiteurs de France, et bien sûr, mais également beaucoup de pays africains, du Congo, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, et également de pays d'Europe du Sud et d'Europe du Nord. Des opportunités de contact donc pour les entreprises de la région. Le cluster Bretagne-Pôle Naval en rassemble 170, soit plus de 23 000 emplois. Selon ses responsables, 60% d'entre elles travaillent déjà à l'international. Mais travailler à l'export ne s'improvise pas. La barrière de la langue, le temps nécessaire à ces relations lointaines constituent des freins, même si les entreprises ont des atouts à faire valoir. La différence d'abord, c'est la technicité de nos sociétés, c'est l'innovation. Je pense que si nous sommes plus agressifs demain, en allant vendre vraiment nos produits comme on sait le faire, voilà, avec une très forte valeur ajoutée, il n'y a pas de raison, on saura se positionner malgré que l'on ait aujourd'hui un coût du travail peut-être supérieur et un problème pour l'innovation suite aux problèmes de réglementation. Pour avancer en ce sens, des actions volontaristes sont menées. Une mission économique a été menée en Afrique de l'Ouest avec 10 entreprises agissant dans le domaine du pétrole et du gaz. Une veille est également active sur des appels d'offres à l'étranger. Voilà, et l'organisateur du salon Navexpo souhaite reconduire l'événement dans les années à venir à Lorient en l'élargissant à la navale militaire. Inspirés par les pignons fixes, les fameux vélos sans frein envahissent nos grandes villes. 3 Rennais ont imaginé le Trocadéro Fixie, du nom de l'emblématique place parisienne, connue pour ses sports branchés. Une nouvelle création 100% bretonne et ça vaut le coup d'œil. Mathieu Haït-Lacard est allé tester le vélo pour vous. Ok, bonne journée. À demain. Bonne route. Merci bien. Alban est boulanger. Et depuis quelques temps, à la sortie de son travail, des passants l'interpellent pour lui poser des questions sur son invention. C'est un apprentissage à avoir, mais qui ne demande pas une longue initiation, mais un petit peu. Ce vélo a été imaginé pour que les voleurs ne puissent pas rouler plus de 2 mètres avec, à cause de sa désarticulation. Mais Alban l'assure, 10 minutes suffisent pour une bonne prise en main. Alors, non, c'est pas compliqué du tout, c'est surtout un contrebalancer des bras, d'appuyer sur le bras gauche, sur le bras droite. C'est un équilibre différent du vélo classique, mais une fois qu'on l'a appris, ça se fait normalement, machinalement. En fait, avec une simple butée, le vélo reprend une configuration normale, même si l'idée est bien d'en faire un vélo ludique pour tous.
Et pour ça, Alban et ses 2 co-créateurs ont déposé un brevet pour se protéger face à la notoriété de ce 2 roues, pas comme les autres. Ça va être contacté, par exemple au Canada, on a beaucoup de contacts en Australie, au Brésil, Japon, on a des mails qui fusent tous les jours vraiment. Pour que le grand public s'essaye à ce Fixie nouvelle génération, plusieurs exemplaires ont été conçus. Un premier coup de pédale pour les 3 Rennais qui espèrent trouver des partenaires à l'international et même prendre la route des États-Unis. Voilà, et parmi les 117 communautés Emmaüs de France, on note celle de Brest-Morlaix qui fête cette année ses 60 ans d'existence. On en parle tout de suite avec nos invités. Anne Léost, vous êtes la présidente de la communauté Emmaüs de Brest-Morlaix. À vos côtés, Lydie Bossard, vous êtes l'une des responsables de cette structure. La communauté est arrivée dans le Finistère il y a 60 ans, donc 7 ans après sa création par l'abbé Pierre. Alors, qui a développé la communauté il y a 60 ans, Annie ? Alors, la communauté a démarré en 56 dans les baraques à Lambézélec, dans le Brest détruit après-guerre. Et en 60, par une équipe de bénévoles, beaucoup quand même associés au milieu religieux, enfin ecclésiastique chrétien, beaucoup au départ, oui. Même si Emmaüs veut une communauté... comment ça s'est passé ces 60 ans? Il y a dû avoir des moments forts, Annie, au cours de ces 60 années. Oui, alors la création donc à Lambé en 56... Puis en 59, l'achat du terrain à Quéruillon et l'installation des lieux de vie et ateliers au relais de Quéruillon. Ensuite, il y a eu l'achat de la salle en 65, la salle à Lambézélec, qui a été détruite par un incendie. Alors ça a été un moment très très difficile. On a dû transférer les lieux de vente à la communauté dans des chapiteaux. Et donc passer l'hiver, notamment dedans, il faisait très froid. Et ensuite, donc, nous avons acheté Route de Gouenou, l'ancien La Paire, en 2004. Aujourd'hui, c'est le lieu de vente. C'est le lieu de vente principal de la communauté. Et on fait une braderie par mois à la communauté pour que les gens puissent venir voir un petit peu. Donc vous évoquez le site du relais de Quéruillon, c'est toujours là que vit la communauté. Justement, comment ça s'organise une communauté Emmaüs? On parle de compagnons, de bénévoles, comment c'est organisé, Lydie? Alors on parle de compagnons et de compagnes maintenant, parce qu'on a aussi des compagnes. Ouais. Donc les communautés Emmaüs ont été créées dans un premier temps pour accueillir donc, des personnes démunies, c'est-à-dire sans hébergement, sans ressources, sans possibilité de rebondir à l'extérieur. Donc voilà, l'abbé Pierre a commencé à accueillir des compagnons. Donc à l'époque, on appelait les chiffonniers. Les chiffonniers, et dans les choses évoluant, aujourd'hui on parle de compagnons et compagnes. Qui vivent ensemble. Qui vivent ensemble, donc c'est une vie communautaire. Donc actuellement, on a 43 personnes accueillies sur le site du Relec. On a une famille, un couple, 2 femmes et donc des hommes. Vous êtes obligé de refuser des personnes? Ah oui, alors actuellement, on a fait un petit chiffrage avec le standardiste. C'est plus de 50 demandes sur lesquelles on ne peut pas aboutir par mois. C'est énorme, ouais, c'est énorme. Il y a eu une accélération du nombre de demandes ces dernières années? Oui, complètement. Oui. Et puis on voit le profil change, donc plus de femmes avec enfants, personnes étrangères, donc avec des situations administratives extrêmement complexes. Donc effectivement, beaucoup de frustration. On le voit depuis 60 ans, Emmaüs est toujours extrêmement nécessaire pour les plus démunis. Ouais. En quoi consiste exactement le travail des compagnons? Parce que donc vous récoltez des dons, vous marchez là-dessus, il n'y a pas de subvention pour Emmaüs. C'est ça. Vous marchez par les dons et ensuite que font les compagnons, Annie peut-être? Les compagnons réceptionnent les dons, soit à la communauté, soit sur le lieu de vente, route de Gouenou, ou alors les camions, par le ramassage avec les camions. Ensuite, tout est amené à la communauté, trié, réparé. On parle quoi en tonnes d'objets mensuellement, annuellement? J'imagine qu'il y a des périodes... Il y a des périodes plus creuses, des périodes où on va avoir plus de dons. Il y a aussi les filières de réemploi parce que tout ne passe pas par la salle de vente. Beaucoup de dons sont aussi recyclés. Je pense au textile qui est un peu sale, abîmé, ou l'ameublement qui est trop détérioré. Le textile, où d'ailleurs? Parce que j'imagine que c'est un des gros... beaucoup de dons sont textiles. Oui, donc... là, je pense qu'on doit être autour de 15 tonnes par mois à peu près de textiles réceptionnés, dont 10 tonnes qui partent en filière de recyclage sur une entreprise d'insertion créée par Emmaüs, donc qui se situe à Pontivy, qui fait vivre 110 personnes en contrat d'insertion et en emploi fixe aussi.
Parmi tous ces dons, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber sur des choses vraiment insolites, vraiment étonnantes? Alors je crois que oui, un collègue m'avait raconté qu'une fois, ils avaient reçu un squelette, en fait, pour cette chose très insolite, qui venait de la faculté de médecine de Brest. Oui, après on reçoit des choses, voilà. Un costume de zouave, une fois. Un costume de zouave aussi, dans les choses marquantes, les perles d'Emmaüs. Vous vous appuyez aussi sur un réseau d'associations locales partenaires. Peut-être un petit mot sur cette organisation entre Brest et Morlaix. Alors on travaille beaucoup avec les travailleurs sociaux sur le secteur de Brest-Morlaix, voilà, qui nous demandent des aides mobiliers, notamment pour des personnes qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Après on travaille avec des associations comme Vers le Jardin pour réemployer tout ce qui est nos déchets verts. On travaille avec Tribord pour tout ce qui est carton, papier. Donc oui, on a une multitude de partenaires sociaux sur le réemploi et culturel, enfin divers. Qu'est-ce qui vous manquerait comme partenariat? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas et qui vous serait vraiment peut-être un moyen d'accueillir ces 50 demandes en plus par mois Oui, ce qui serait peut-être intéressant, et on essaie sur Brest de travailler en ce sens-là, c'est que les associations puissent avoir des temps et des moyens communs pour effectivement mieux communiquer entre nous et pour mieux répondre justement aux gens qui sont dans le besoin. Parce qu'on fait tous un peu en urgence de notre côté, on essaie de répondre aux demandes multiples, mais on n'a pas le temps de se rencontrer ou de se fédérer ou de s'organiser entre nous. Donc je pense qu'on perd du coup des moyens et on perd de l'énergie très certainement aussi à vouloir chacun répondre de notre côté. Donc on essaie, mais c'est vrai que... meilleure coordination en fait, oui, pour gagner du temps et pour être plus efficace. Ça tient du bénévolat, donc c'est pas simple. En tout cas, pour vous faire connaître, rien de tel que cet anniversaire que vous fêtez ce week-end au Relais Quéruon, donc 60 ans. Le samedi après-midi, c'est l'occasion de visiter la communauté justement du Relais Quéruon. Vous ouvrez les portes, vous expliquez comment ça marche, une vraie visite. Et puis le dimanche, c'est la journée festive à l'Astrolabe, mais là, c'est vraiment sensibiliser le grand public. Qu'est-ce qu'on a comme grand rendez-vous dimanche? Je ne sais pas laquelle des deux. Je parle pour le matin. Il y a une conférence débat, donc avec la participation de 3 anciens d'Emmaüs, enfin 3 bénévoles, plus un compagnon qui va témoigner aussi, puis l'assistante sociale. Le débat sera animé par Monsieur Le Courvoisier. Donc de quoi comprendre un peu mieux, encore une fois, les rouages de l'organisme et ce qui vous manque. Voilà. C'est festif, donc il y aura aussi des temps d'animation. L'après-midi. Dès l'après-midi. Ouais. Donc il y a notamment, le moment important, c'est il y a une chorale qui s'est créée au sein de la communauté, mais on a surtout un défilé qui a été créé avec la Croix-Rouge, donc la filière mode. 2 vêtements recyclés. 2 vêtements recyclés. Donc une partie des tenues sont réalisées par des bénévoles de chez nous et par les étudiantes de l'école de la Croix-Rouge, la filière mode, qui travaille depuis quelques temps. Donc de quoi s'instruire et puis voir de belles choses et tout ça pour des bonnes actions. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux. On retrouve toutes les infos sur Emmaüs via notre site www.tbo.bzh. Et tout de suite, on retrouve Sébastien et sa brève de chambre. Salut! Vous êtes finistérien ou finistérienne et vous avez des problèmes pour draguer parce que vous avez un accent ridicule. Eh bien, ne vous en faites pas, je vais vous donner une méthode pour faire mouche à chaque fois. Bonsoir. Bonsoir. Je vous observais, je vous trouve très très jolie. Merci. Vous me plaisez beaucoup en fait. C'est gentil, mais je suis pas intéressée. Ah, vous n'êtes pas intéressé, mais on pourrait avoir une relation ensemble, quelque chose, un début de relation. Non, je suis pas intéressée. Donc, vous savez pas ce que vous perdez parce qu'il y a... Non, mais vraiment, je suis pas intéressée. Vous dites que vous n'êtes pas intéressé, non, mais parce que... mais non, c'est non. Bon, écoutez, je suis vraiment désolé, je suis navré, mais c'est impossible de discuter avec vous. Du coup, vous m'envoyez... Désolé, mais je suis obligé de le faire. Je suis obligé de vous sortir ma carte 49.3. Bah oui, mais c'est vous aussi, hein. C'est impossible de discuter avec vous. Bonjour. Bonjour. Vous aimez le parc? Ouais. Moi aussi. Putain, ça nous fait trop de points communs. Parce que je vous trouve plutôt mignon en fait. C'est gentil, mais je vous arrête tout de suite, j'ai déjà un copain. Vous avez déjà un copain? Ouais. Ouais, mais c'est pas grave parce que, moi vous me plaisez, peut-être qu'on pourrait envisager, je sais pas, quelque chose, ça vous dirait pas de... Non, ça me dit pas, donc c'est gentil, merci, vous pouvez partir. Ouais, non mais là vous voyez, vous comprenez pas, mais c'est pour votre bien en fait. Je suis vraiment désolé, hein, je suis obligé, mais c'est pour votre bien. Eh ben, je suis obligé de sortir ma carte 49.3. Ah oui. Mais oui, mais vous allez voir, c'est vraiment pour votre bien.
Alors allez-y, foncez. Et surtout, n'oubliez pas d'être formidable. Et grâce à la carte 49.3, vous pourrez toujours tout mettre dans le... Voilà, et sans plus attendre, place à l'instant web. Alors Benjamin, vous avez vu les réseaux en noir et blanc. Oui, enfin, il y avait aussi du rouge de colère, du vert de rage, mais globalement, effectivement, cette semaine, le web breton était blanc et noir, et même pour être précis, il était gwenadu. Pourquoi? Parce que figurez-vous, l'Eurovision, vous savez ce que c'est l'Eurovision, c'est le concours de chansons kitsch avec des chorégraphies kitsch là. L'Eurovision donc avait prévu d'interdire tous les drapeaux non nationaux, dont, attention, le drapeau breton. Scandale, levée de bouclier, honte, déclaration de guerre, bref. La Bretagne s'est levée vent debout contre ce mauvais coup. Rien que sur le Facebook du Télégramme, l'affaire a fait plus de 500 000 vues et généré plus de 600 commentaires. Alors, comme le disait un certain Thibaut Collant sur Twitter, ça montre quand même bien le degré d'amateurisme des organisateurs, puisque, évidemment, interdire le drapeau breton, c'est rater son événement. Les mecs de l'Eurovision ne sont clairement jamais allés en festival. Alors, en même temps, je ne crois pas que les charrues aient vraiment prévu de faire venir une chanteuse à voix biélorusse avec une robe à volant rose et une coiffure de Miss France pour égayer les débuts de soirée de Qui Remplit. Donc, l'indifférence semble mutuelle. Mais précisément, je pose la question, pourquoi tant de mobilisation sur les réseaux? D'abord, il n'y a pas de chanteur breton à l'Eurovision. Vous imaginez Miossec ou Dénès Prigent se déhancher sous une pluie de paillettes avec 500 danseuses à moitié à poil et des spots à faire passer le phare du créage pour Luciole? Non. Moi non plus. Ensuite, ça se passe à Stockholm. Alors Stockholm, c'est bien, c'est une ville où le demi coûte 6,50 €, authentique, et où samedi soir, il pleuvra et il fera 6 degrés, authentique aussi. Autant dire que ça limite fortement l'envie d'aller y prendre l'apéro. Et puis enfin, et là je vais faire une démonstration de journalisme super engagé, que même Edwy Plenel et Jean-Marc Morandini, ils ne le feraient pas. L'Eurovision, franchement, s'en fout un peu, non? Bon, en tout cas, c'est ce que disait le commentaire le plus apprécié de notre page Facebook, celui d'un certain Guy Jaouen. C'est pas l'Eurovision qui interdit le drapeau breton, mais l'Eurovision qui ne mérite pas le drapeau breton. Alors avec ça, il fait quand même pas loin de 800 mentions. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Finalement, joie dans les cœurs, l'Eurovision accepte les drapeaux tant, je cite, que le public respecte le caractère apolitique de l'événement et ne bloque pas la vue des caméras. Quelle belle victoire, quelle belle démonstration de force, on est sauvés, il y aura des drapeaux bretons. Alors ça m'a donné une idée pour les centaines de personnes qui se noient à la fois dans la Méditerranée et dans l'indifférence. N'oubliez pas votre drapeau breton. Avec un peu de chance, il sera refusé à bord de votre radeau et vous pourrez alors compter sur la mobilisation des réseaux sociaux face à cette injustice inacceptable. Merci Benjamin. Ouais, vous avez toujours les bonnes solutions dans la vie. Je travaille. On vous retrouve jeudi prochain. Et nous, on termine avec un focus programme. Voilà, et ce vendredi à 19 h sur TBO, vous aurez l'eau à la bouche avec votre magazine bien dans votre assiette. Cette semaine, Yvon Etienne met à l'honneur 2 recettes à base de pommes de terre et on se regarde un petit extrait. Donc mes pommes de terre sont pré-cuites, avec de l'eau salée. On fait bouillir 2 minutes. Ça vous va? Tu les départs à eau froide? Toujours. Ouais. Départ eau froide. Pommes de terre, toujours départ eau froide? Toujours. Ouais. Si on pète départ eau chaude, en fait, on va bloquer l'amidon tout de suite. Et elles vont cuire, elles vont mettre beaucoup plus de temps à cuire. Et puis on en aura plein les dents. Exactement. Ouais. On fait des jolies patates comme ça. Voilà, et avant de se quitter, je vous rappelle que l'anniversaire d'Emmaüs, les 60 ans d'Emmaüs Brest-Morlaix, c'est ce samedi et dimanche au Relais Quéruon. Samedi avec une visite de la communauté et dimanche à l'Astrolabe pour une conférence le matin et un défilé de mode vraiment original l'après-midi. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao!